autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI 360. Les conflits fonciers, ruraux et urbains sont en pleine progression dans notre pays et occupent une bonne partie des affaires en justice. Ils viennent en tête dans la cartographie des conflits en Côte d'Ivoire. Vente illégale de terrain, faux et usage de faux, détention illégale de documents privés sont entre autres les problèmes qui minent le secteur du foncier urbain. Et ces derniers temps, le cas de la comédienne Akissi Delta a ravivé les débats sur la question. Des problèmes de fond ont été soulevés, notamment la sécurisation des ACD, l'annulation des lotissements et la cherté du coût des biens immobiliers et bien d'autres sujets. Toutes ces questions seront abordées en première partie d'émission. Et nous ferons également le point sur la crise des data. Où en sommes-nous? À quand l'application des mesures annoncées par le gouvernement? La TCI et les opérateurs mobiles sont-ils parvenus à un accord? Voici le menu de votre émission de ce soir, émission pour laquelle j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Diallo Abdoulaye. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Evelyne. Vous êtes le directeur du domaine urbain. Merci d'être avec nous sur NCI 360. C'est moi qui vous remercie. Juste à côté de vous, nous avons M. Kuala Célestin. Bonsoir, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur général du logement et du cadre de vie. C'est cela. Et nous sommes également heureux de vous recevoir. Vanessa Balerou. Bonsoir, maître Vanessa Balerou. Vous êtes avocate au barreau de Côte d'Ivoire. Bonsoir, madame. Et merci d'être là. Avec plaisir. André Silver Kono, journaliste fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir, André Silver Kono. Merci d'être là également. Franck Dédy, consultant international en stratégie et finance. Bonsoir Franck Dédy. Bonsoir Evelyne. Que nous sommes heureux de retrouver sur le plateau d'NCI 360. Moi aussi. L'absence était due à quoi? Des contraintes professionnelles, mais tant que je peux servir en étant là, je me rendrai disponible. Bon retour alors. Merci. Marius Komoé, vous êtes le président du Conseil national des organisations de consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Plutôt... Alors, avant d'aborder le thème de ce soir, nous allons suivre ce reportage de la rédaction de NCI. Obtenir un terrain dans le Grand Abidjan n'est pas chose facile entre procédures administratives et villageoises. Se pose quelquefois la question de la légitimité. Et l'affaire Akissi Delta, du nom de l'artiste, qui dit être dépossédé de son terrain, remet la question du foncier au centre de l'actualité. Suivons ensemble ce reportage de Salif Yalekwe. Un litige foncier oppose l'actrice ivoirienne Akissi Delta à plusieurs autres acquéreurs. Une famille et une autre dame qui disent détenir des documents, selon eux crédibles, se rapportant au même terrain. Un phénomène courant dans le district d'Abidjan, où plusieurs propriétaires se signalent sur un lot ou un îlot. La sortie de la productrice de ma famille dans les médias a ému plus d'un Ivoirien et suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. L'affaire est pendante à la justice, mais elle dit être épuisée financièrement. Elle a appelé à l'aide du ministre en charge de la construction. Ce sont de nombreux litiges fonciers qui sont portés devant les tribunaux. Lors d'un déjeuner de presse en début d'année, le ministre Bruno Nabané Koné est revenu sur les réformes qui permettent de crédibiliser le processus d'obtention de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Document final au terme des démarches administratives. Mais sur le terrain, les victimes d'arnaques sont légion et les procès interminables. À quand la fin de l'anarchie? Le téléphone reste ouvert dans cette émission. Vous pouvez appeler pour donner votre avis ou poser une question. Abdoulaye Diallo, je commence avec vous. Le cas Akissi Delta. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur cette affaire? D'accord. Concernant l'affaire Akissi Delta, elle a été reçue le vendredi dernier par le directeur du cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Elle a été reçue en compagnie de son avocat et d'autres protagonistes qui sont impliqués dans cette affaire. Le directeur du cabinet a pris les choses en main. Dans les jours à venir, des solutions seront proposées à ce problème. D'accord, mais quel est le problème exactement? Elle explique qu'elle a été dépossédée de son terrain, qu'elle a gagné son procès et que la mesure n'est pas appliquée. Comment vous expliquez déjà le problème en lui-même? Bon, le problème, elle a été reçue pour qu'elle puisse nous expliquer clairement le problème. Et le directeur du cabinet l'a reçu seulement le vendredi dernier.
il va prendre la pleine mesure du problème avec tous les documents qu'elle a, notamment les décisions de justice et les documents qu'elle a en sa possession. Et puis, ces documents seront étudiés. Après avoir regardé ces documents, comme je l'ai dit tout à l'heure, des solutions seront proposées. Voilà, Célestin, un mot sur cette affaire? Bon, je pense que je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez chaque fois de sensibiliser les Ivoiriens de façon générale sur la problématique du foncier, sur les questions de logement, les questions de loyer et tout ça, et dire que, à la suite de monsieur le directeur du domaine urbain, le directeur de cabinet l'ayant reçu, il est bon effectivement que nous puissions regarder davantage dans le détail le contenu réel de cette affaire. Il s'agit quand même d'Akissi Delta, donc il ne faut surtout pas se précipiter pour dire aux Ivoiriens des choses qui éventuellement ne seraient pas justes. Je pense qu'il est bon que le ministère prenne son temps, pas vitam aeternam, mais prenne le temps quand même de bien regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a été vraiment spoliée? Qu'est-ce qu'elle a comme document? Quel est le fond de cette affaire? Avant de revenir, je vais dire, parler avec les Ivoiriens et bien expliquer ce qui s'est passé. Et c'est maintenant que vous êtes informé de la situation. Quand je dis vous, je parle du ministère de la Construction, bien sûr. Je retiens surtout que M. le directeur de cabinet l'a effectivement reçu vendredi, au risque de nous répéter. Et donc, à partir de cet instant-là, eh bien, naturellement, il y a une prise en main. Il y a une prise en main. Elle en a parlé, je crois qu'il y a une semaine, une dizaine de jours. Donc, à partir du moment où il est reçu, il y a une prise en main. Et cette prise en main permet effectivement d'avoir plus de détails, de bien comprendre avant de s'adresser aux Ivoiriens. Et la question que les Ivoiriens se posent, c'est pourquoi la prise en main maintenant? Parce qu'elle explique qu'elle a fait des démarches auprès du ministère. Pourquoi la recevoir après un plateau de télé? Alors, évidemment, j'imagine qu'elle est déjà passée dans nos services. J'imagine qu'un traitement a dû être fait par les différents services. Et je comprends que probablement le niveau de satisfaction du traitement du dossier n'est pas suffisant. Ce qui a peut-être induit la réaction de Mme Akissi Delta. Vous comprenez que dans ces conditions-là, le ministre lui-même, à travers le directeur de cabinet aujourd'hui, se saisit donc totalement pour, j'allais dire, entre guillemets, si cela était nécessaire, peut-être revérifier, recontrôler, s'il le faut, une seconde fois. Refaire les différentes étapes, les unes après les autres, pour bien comprendre où est-ce qu'éventuellement il y a eu des manquements avant de reprendre aux Ivoiriens, parce que c'est quand même Akissi Delta. Et donc je demeure convaincu que tout sera fait par notre hiérarchie, par monsieur le ministre de la Construction, M. Koné Bruno, pour que la vérité éclate totalement sur cette affaire et que les responsabilités soient situées. Maître Vanessa Balerou. Bien, écoutez, à la suite de mes prédécesseurs, je suis un peu en mal d'intervenir sur un dossier parce que nos règles déontologiques nous empêchent d'évoquer un dossier dans lequel un confrère est déjà constitué. Vous avez indiqué que Mme Akissi Delta est accompagnée d'un confrère. Mais alors, je suis un peu... J'ai été un peu interpellée par ce qu'ils viennent de déclarer parce qu'ils disent c'est quand même Mme Akissi Delta. Alors, quid des autres Ivoiriens, des autres personnes qui sont dans cette problématique-là? Parce que, vous l'avez rappelé en introduction, c'est un contentieux qui est très, très présent dans les différentes juridictions, jusque devant le Conseil d'État, où le contentieux du foncier occupe 80% des affaires. Donc c'est quelque chose de très important pour les juridictions immobilières, pour le Conseil d'État. Et donc, il faut... que ce soit Mme Akissi... Est-ce qu'il faut que ce soit Mme Akissi Delta, c'est-à-dire quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu en Côte d'Ivoire, pour que le dossier connaisse un accélérateur ou ait une accélération dans le traitement, je ne sais pas quel traitement d'ailleurs, parce qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. Cette dame, elle a eu raison, elle a eu gain de cause devant les juridictions. Okay. Donc, je me félicite déjà, je me réjouis pour elle et pour mon confrère qu'elle ait pu avoir accès aux décideurs politiques. Moi aussi, je suis très attentive à la suite qui va être donnée, parce que ça sera peut-être une jurisprudence pour nous autres qui défendons des personnes anonymes. Et vous allez en parler tout à l'heure dans... Je voudrais quand même très rapidement, oui, très rapidement. Je voudrais rappeler que le traitement au ministère de la Construction, le traitement des différents dossiers pour tous les Ivoiriens est le même. Le traitement est le même. Et tous les Ivoiriens n'ont pas le privilège d'être reçus par le directeur de cabinet. Ah non, c'est d'abord un service public. Okay. C'est d'abord un service public. Donc, naturellement, si vous adressez une demande que vous souhaitez être reçu pour un dossier ou n'importe lequel, eh bien, le directeur de cabinet va vous fixer un rendez-vous, il va vous recevoir. Ça, c'est important. Je voudrais rappeler simplement à l'attention de maître que nous sommes venus sur le dossier d'Akissi Delta parce que vous l'avez introduit. Vous auriez introduit le dossier de M. Koulibaly, qu'on aurait parlé de Koulibaly. Vous auriez introduit le dossier de M. Seri, qu'on aurait parlé de M. Seri. Si vous avez introduit le dossier de Akissi Koulibaly, Akissi Delta, naturellement, on est obligé d'en parler. Et donc, c'est l'introduction du dossier de la dame
qui a fait qu'on en a parlé. Ça ne veut pas dire que pour les autres Ivoiriens, il n'y a pas de traitement ou il y a éventuellement des faveurs ou de l'injustice. Ça, je voudrais lui dire. Elle l'a dit elle-même en début, elle a un confrère qui est là-dessus. On va regarder tout ça ensemble. Et puis bon, si elle le souhaite, nous, on est toujours disposés à revenir pour éclairer davantage les Ivoiriens. Mais c'est important de dire que tous les Ivoiriens ont le même traitement. Monsieur Diallo est là, si vous souhaitez avoir des informations sur les ACD, le comment, le pourquoi, etc., eh bien, il est disposé à vous répondre et si nécessaire, on apportera quelques informations. Merci. Ce n'est pas lié à la qualité, personne. à la personne. D'accord, merci pour cette précision. André Silver Conon. J'aimerais peut-être poser une ou deux questions. Comment vous expliquez que sur un même site, des Ivoiriens puissent avoir des documents différents chacun de son côté? C'est-à-dire que chacun peut se prévaloir d'un ACD ou d'un quelconque document administratif sur le même site. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela, délivré par des fonctionnaires du ministère de la fonction publique? Et de la même administration, j'ajouterais. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder droit dans les yeux des Ivoiriens et leur dire que l'ACD qu'ils ont est inattaquable? Diallo Abdoulaye. Oui, sur la question, je peux vous rassurer, André, il ne peut pas avoir deux ACD sur un même terrain. Les procédures foncières qui sont en vigueur actuellement ne permettent pas cela. Quand on prend le processus de création d'un ACD, il y a d'abord la procédure de création de titre foncier, d'immatriculation de la parcelle. Il y a un seul numéro de titre foncier qui est attribué à une seule parcelle. Un ACD, il porte un numéro de titre foncier. Donc, naturellement, il ne peut pas avoir deux actes, deux ACD sur le même terrain aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et l'ACD, c'est le document définitif qui confère la propriété à une personne sur un terrain du domaine privé de l'État. Il est attaquable en tant qu'acte administratif. Si ça a été obtenu sur la base de faux papiers, quelqu'un qui produit par exemple une fausse pièce d'identité pour s'approprier un terrain, cet ACD peut faire l'objet d'annulation si c'est avéré. Par l'autorité compétente qui est le ministre de la Construction, s'il est saisi, dans un délai bien donné, ou bien il va devant les juridictions compétentes pour pouvoir demander l'annulation si c'est prouvé que ça a été fait sur la base de faux. Uniquement cela. Quand vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit aujourd'hui, il n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est à partir de quand? À partir de quelle période? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu des cas, et peut-être Maître Valero nous dira si ça fait partie des cas qu'elle a défendus, où des personnes se sont retrouvées avec des ACD signés du ministère de la Construction sur le même terrain, sur le même bien immobilier. Donc, nous, on veut comprendre comment déjà c'est possible que ces personnes puissent avoir ces documents, mais à partir de quand la décision que vous venez d'annoncer prend effet, a pris effet? Bon, les ACD, il ne peut pas avoir deux ACD sur un même terrain. Avant la réforme de l'ACD, il y a des documents intermédiaires qui étaient délivrés sur les terrains. Vous savez, le régime foncier il a été introduit en Côte d'Ivoire depuis la période coloniale. Il y a eu plusieurs procédures d'attribution de terrains. Il y a eu plusieurs réformes pour répondre à certaines problématiques qui sont posées à un moment donné. Et avant 2013, avant d'avoir un ACD, il fallait d'abord avoir une lettre d'attribution. La lettre d'attribution, elle, était délivrée à Abidjan par le ministre de la Construction et à l'intérieur du pays par les préfets et les sous-préfets. Ces documents, malheureusement, n'étaient pas rattachés à des titres fonciers. Et quand on s'est rendu compte que ces documents avaient certaines faiblesses, il y a eu la réforme de 2013 pour ne délivrer qu'un seul document sur le foncier, un document unique. Il n'y aura plus de documents intermédiaires. Et ce document unique, il est délivré à la suite d'une procédure foncière précise qui identifie le terrain de façon formelle avec sa superficie, ses limites, les coordonnées même des bornes qui délimitent la parcelle et on immatricule ce terrain, on donne un numéro unique. Et c'est ce numéro qui est reporté sur l'ACD. Aujourd'hui, il est impossible d'avoir deux documents administratifs sur un terrain urbain. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Franck Dédy, avant de revenir à... Déjà, le problème avec le cas Akissi Delta que vous avez mis en avant pour situer le cadre, c'est qu'il touche, en plus du ministère de la Construction, le ministère en charge de la justice dans notre pays. Parce que de ce qu'on a entendu, de ce qu'elle dit, sous réserve de véracité de ces propos-là, c'est qu'elle détient une décision de justice qui lui fait droit sur le terrain litigieux.
Dans le cas où ce serait vrai, parce que, encore une fois, je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai, ça pose un réel problème dans la mesure où on est en train de dire, de façon insidieuse ou non, que certains individus peuvent s'opposer à la loi en Côte d'Ivoire. Et c'est là où moi je pense qu'il y a un véritable problème. Comme messieurs de la construction l'ont dit, le processus d'obtention de l'ACD, bon gré mal gré, est relativement clair en Côte d'Ivoire. Bien entendu, permettez-moi l'expression, il y a des brebis galeuses un peu partout qui peuvent compliquer certaines procédures, mais c'est très clair. Après, sur la production des documents, est-ce qu'on a aujourd'hui le bon process pour authentifier les documents que les gens présentent au service du ministère de la Construction? C'est une question peut-être à élucider, soit avec l'État civil ou avec les autres services rattachés. L'autre côté, c'est que le cas Akissi Delta, malheureusement, n'est pas le premier. Et c'est là où on se dit que depuis 10, 15, 20 ans, le problème du foncier se présente, mais on a l'impression qu'on avance à reculons. Certes, on semble percevoir des évolutions, mais il faut que des personnes... Bon, il y a eu la polémique sur le statut de Akissi Delta. Bon, il faut que des personnes, peut-être avec une certaine notoriété, en parlent pour que ça rallume la mèche et qu'on fasse, par exemple, un plateau comme ceci pour remettre le couvert. Je me souviens, il y a 2-3 ans, de l'histoire de la famille Bundi. D'accord. Voilà, on était allé jusqu'à chez le ministre, chez Madame la ministre des Affaires sociales, je pense en son temps, qui s'était déplacé chez l'un des protagonistes, ce qui était vraiment étonnant. S'était déplacé chez l'un des protagonistes pour plaider avec lui, je pèse bien les mots en le disant, pour plaider avec lui pour que la famille puisse rentrer dans son droit. Bon, après, je ne sais pas trop aujourd'hui où est-ce qu'on en est. D'accord. Mais ce que je veux dire, pour me résumer, Rapidement. c'est que j'ai un gros problème si ce que Akissi Delta est vrai en disant qu'il y a une décision de justice qui lui fait droit sur un terrain et que la partie adverse outrepasse l'autorité de l'État pour lui dire non, nonobstant cette décision de justice, nous, c'est notre terrain et on avance et on continue. Et c'est là où j'ai un problème et je pense que c'est peut-être au-delà du périmètre d'action du ministère de la Construction qui est ici représenté. Et c'est au ministre Garde des Sceaux peut-être de clarifier est-ce qu'aujourd'hui il y a une catégorie d'individus qui peuvent s'opposer à la loi en toute liberté en Côte d'Ivoire. Dans ce cas-là, je pense qu'on devrait tous ici s'en inquiéter et les Ivoiriens avec... D'accord, on va prendre le cas Akissi Delta est vraiment un cas école pour permettre de comprendre. Si on va sur la décision de la justice, vous dites que le directeur de cabinet a pris le dossier, donc vous êtes en train de l'étudier. Mais si on va sur la probabilité qu'elle ait cette décision de justice, qui devrait l'exécuter? C'est le ministère de la Construction? Si c'est une décision qui ordonne au ministère de la Construction d'exécuter des tâches, le ministère le fera. On a l'habitude de le faire tous les jours. On reçoit des décisions de justice, on les exécute. Et nous sommes des fonctionnaires. Notre rôle, c'est d'exécuter les lois, les règlements et les procédures. Il n'y a aucune raison qu'on puisse refuser d'exécuter une quelconque décision de justice. Il n'y a aucune raison. C'est une affaire qui date depuis 2006. Les fonctionnaires qui sont en place actuellement, ils sont là il n'y a pas bien longtemps, donc ils n'ont aucun intérêt à s'opposer à une décision de justice qui va dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Marius Komoé, et ensuite Maître Baléro. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'administration publique représentée sur ce plateau par Monsieur le directeur général du logement et Monsieur le directeur du foncier urbain. J'avoue que les propos qu'ils tiennent devraient rassurer dans les principes de l'art la majorité de nos concitoyens et plus particulièrement les usagers, l'ensemble des usagers des services publics. Seulement, là où le bas blesse, il a bien dit, et on le comprend aisément, mais il ne faut pas perdre de vue que l'administration étant une continuité, ce qui a été fait hier devrait être poursuivi aujourd'hui, ainsi de suite, de génération en génération. Dans le cadre justement des problèmes liés justement au domaine du foncier rural. Je pourrais dire qu'en les écoutant, moi j'ai l'impression de ne pas me retrouver en Côte d'Ivoire, étant entendu que la question du foncier
est une réalité qui fait graisser beaucoup de dents et qui amène même des familles à se disloquer. Des pères et des mères de famille perdent la vie pour ça. Pour la simple raison qu'hier, une administration aura mal travaillé en accordant pour un même terrain, plusieurs titres à différents individus. Madame l'avocate, Maître Ba, le précisait tantôt, sur la table du Conseil d'État, vous avez toutes les affaires qui sont déposées sur cette table constituent des affaires juridiques, judiciaires qui sont déposées sur la table du Conseil d'État constituent plus de 80% des dossiers à traiter par le Conseil d'État. Et tout cela porte sur les questions d'immobilier, les questions de foncier. Le foncier. C'est inacceptable. À se demander quel est le problème réel qui fait que depuis des lustres, la question du foncier n'arrive à trouver solution en Côte d'Ivoire. Qu'un terrain appartienne à 2 personnes, 3 personnes. On a connu le dossier Boundi, de la famille Boundi, qui a dû dormir à la Belle Étoile, dans son propre pays. Cela est inacceptable. Et nos décideurs, et je le dis tous les jours que Dieu fait en ma qualité de défenseur des droits des consommateurs, donc ne sont autres que les usagers, les populations, nous disons de façon claire et distincte. Okay. On ne gouverne pas pour faire des difficultés à ces populations. On gouverne pour faire le bonheur de ces populations. Et là, qu'appelle-t-on bonheur pour une population? C'est que les populations arrivent à se loger décemment, arrivent à se nourrir décemment, arrivent à se soigner décemment. Si d'ordinaire, nous ratons le train de pouvoir loger des populations décemment, comme eux, nos aînés, nos dévanciers, qui ont en charge la gestion du pouvoir d'État aujourd'hui, l'ont reçu de leurs aînés, qui les ont précédés à la tête du pays, eh bien, nous aurons encore beaucoup de difficultés à pouvoir nous en sortir. Parce que, croyez-moi, la situation qui prévaut ne peut continuer et ne saurait être acceptée que quelqu'un investisse son argent en tant qu'usager, ait l'espérance d'avoir un jour un toit et se retrouve à avoir un lot au moment de procéder au bâtissement de son toit, on vient lui opposer un autre document qui lui attestant de ce que le terrain ne lui appartient pas. D'accord, on a bien noté. Allez-y, vous pouvez réagir. C'est la raison de votre présence. Je voudrais relever quand même un certain nombre de choses qui me paraissent être extrêmement importantes. Okay. La première chose, c'est qu'au niveau du ministère de la Construction, on a toujours rappelé à nos compatriotes, on a toujours rappelé aux Ivoiriens qu'avant d'acheter un terrain, avant d'acheter une maison, il faut prendre le temps de bien vous renseigner, il faut prendre le temps de bien vous informer sur le vendeur avant de faire quoi que ce soit. Cela me paraît être quelque chose d'extrêmement important. De la même façon qu'on a une liste des avocats, de la même façon qu'on a une liste des notaires, de la même façon on a une liste de promoteurs qui sont agréés par l'État de Côte d'Ivoire. De la même façon, le ministère de la Construction, en ses bureaux, a la compétence et la capacité de vous informer sur un terrain avant de l'acheter. Ça, c'est vraiment la première chose que je voudrais dire. Et donc, il est important de comprendre que tout ne relève pas uniquement et exclusivement de celui qui signe l'acte de l'ACD. C'est important. À la base, si vous achetez un terrain conflictuel, on pourra passer le nombre d'années qu'on voudra là-dessus, mais bien sûr qu'on ne s'en sortira pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, quand on dit que quelqu'un, un Ivoirien, détient plusieurs titres de propriété, M. Diallo l'a dit, on ne peut pas détenir plusieurs titres de propriété, ça n'est pas possible. Il y a un seul titre de propriété, c'est l'ACD. Parce que parfois, il y a aussi beaucoup de confusion qu'on fait. Okay. On a par exemple une lettre d'attribution, on dit je suis propriétaire, l'autre a un ACD, il y a 2 titres de propriété. Je dis non, il y a un terrain qui est en cours d'immatriculation, à côté on a une attestation villageoise, on dit il y a 2 ACD sur le même terrain. Je dis non, ce n'est pas les mêmes papiers, pas du tout. En ce qui concerne l'ACD, vous ne pouvez pas en avoir 2. Donc ce genre de confusion-là aussi, lorsqu'on vient traiter ce genre de dossier comme ça devant la nation ivoirienne, il est bon de préciser que tous les documents ne sont pas des titres de propriété. Tout le monde ne peut pas avoir 2 ACD sur un même terrain, ça n'est pas possible. La dernière chose que je voudrais dire, chez nous, on parle de la chaîne du foncier. Pourquoi parle-t-on de la chaîne du foncier ? Mais parce qu'on parle de la propriété villageoise, du droit coutumier, du droit de propriété coutumière, avant d'arriver à l'ACD. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que quelle que soit la bonne volonté de M. le ministre, quelle que soit la bonne volonté de ses fonctionnaires, il y a d'abord un propriétaire terrien qui va délivrer une attestation coutumière, et Dieu seul sait les conditions dans lesquelles ces attestations coutumières sont délivrées. Il y a un géomètre qui a un travail à faire, il y a un maire qui va faire une enquête de commodo et un commodo, à l'intérieur du pays, il y a un préfet qui va signer un ACD. Voici toute une panoplie de personnes qui sont dans cette chaîne avant qu'on arrive à la signature de M. le ministre relativement à cet ACD. Il suffit qu'il y ait un petit souci sur l'ensemble de cette chaîne, et bien évidemment, en bout de piste, on peut se retrouver en difficulté. Est-ce qu'un élément de cette chaîne-là échappe à votre contrôle? Ça pourrait arriver, quelqu'un l'a dit, vous mettez une carte d'identité qui n'est pas la bonne. Pour qu'après on se rende compte que ce n'était pas la bonne. Nous, notre rôle, ce n'est pas de contrôler les cartes d'identité. Par exemple, vous venez avec une attestation de propriété coutumière qu'un villageois vous a signée, vous la déposez. On a vérifié que la signature du chef du village est la bonne signature. 2 semaines plus tard, un village voisin se plaint du lotissement, porte plainte, l'ACD s'arrête, etc. Mais voilà des situations qui nous mettent parfois en difficulté aussi, pour qu'on comprenne bien que tout n'est pas uniquement et exclusivement de la responsabilité du ministre Koné Bruno, de la responsabilité de la problématique de l'ACD. C'est important, c'est une chaîne. Et donc, il n'y a pas que le ministre de la Construction en bout de chaîne, hein, il y a le cadastre après, vous avez la conservation foncière, etc. Et puis voilà, c'est bien cet avis. Il y a tous ces aspects. Et la toute dernière chose que je voudrais dire, les gens viennent par exemple pour faire une demande d'ACD. Il peut arriver qu'il y ait un rejet. D'accord? Et que, chemin faisant, après qu'on ait rejeté ce dossier-là, eh bien que vous soyez amené à le compléter. Mais ce dossier que vous n'êtes pas venu chercher parce que vous ne l'avez pas complété, lorsque une autre personne, n'est-ce pas, chemin faisant, n'est-ce pas, peut arriver à montrer clairement que ce terrain lui appartient et pas à vous qui étiez le premier initiateur, ça devient un souci pour nous, alors que vous n'êtes pas venu retirer simplement le rejet. On l'entend dire, ah oui, ça fait 2 ans que j'ai fait une demande d'ACD, je ne l'ai toujours pas, ça a dû des lustres. Mais il faut peut-être rappeler aux Ivoiriens aussi, quand vous avez dit de faire un complément de dossier, que ça fait 2 ans que vous ne l'avez pas fait. Voilà tout ce qui rentre dans cette problématique du foncier. Et voilà, et dire que les gouvernants actuellement, moi je peux vous dire, depuis que le ministre Koné Bruno est là depuis 4 ans, les gouvernants font au mieux. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça, relativement à la problématique du foncier urbain, mais relativement à la problématique du logement aussi, si vous voulez avoir revenu tout de suite sur la question du logement. Mais c'est pour vous dire que nos gouvernants, mais je peux vous le dire, et les Ivoiriens en sont conscients, ils en sont satisfaits. On ne va pas se saisir. N'empêche qu'on a quand même 80% des cas en procès. Je vais permettre peut-être à Abdoulaye Diallo de réagir ensuite. À Maître Baléro, qui est très impatiente. Tout à l'heure, Maître a dit qu'il y a 80% des litiges dans les juridictions qui concernent le foncier. Bon, ça peut s'expliquer par l'engouement que les uns et les autres ont à acquérir du foncier. Ou l'inefficacité. Non, pas forcément, pas l'inefficacité. Mais l'inefficacité me paraît extrême. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché du foncier qui est dans l'informel. Des personnes, avant d'acquérir une parcelle, au lieu de s'adresser aux services compétents de l'État, qui peuvent leur donner la bonne information... Qui ne sont pas toujours décentralisés aussi. Les services du ministère de la Construction quadrillent l'ensemble du territoire. Dans toutes les préfectures, on a les services du guichet unique. Oui, et dans certaines sous-préfectures même. On a nos services qui sont représentés. Donc, le guichet unique, il est présent partout sur l'ensemble du territoire. Lorsque vous voulez acquérir un terrain, la première des choses à faire, c'est de s'adresser aux services compétents à la matière, notamment les services du guichet unique, pour se renseigner. Ce terrain qu'on veut acquérir, est-ce que ce terrain il a une existence légale? Est-ce qu'il n'est pas situé sur une route? Est-ce que la personne qui veut vendre ce terrain-là, c'est son nom qui est dans vos fichiers? Est-ce que si j'achète ce terrain, je peux avoir un titre de propriété définitif là-dessus? Si vous ne faites pas tout ça et que vous vous adressez à des personnes dans la rue, vous faites une transaction en bandin manguier, vous achetez un terrain avec quelqu'un. Cette même personne peut vendre le terrain à 1000 personnes parce que c'est lui qui fait ses bouts de papier. Naturellement, vous allez vous faire avoir. Et vous allez sur le terrain, vous allez être confronté avec le véritable propriétaire qui a un document administratif qui est reconnu. Vous êtes mécontent. La loi vous permet de saisir les juridictions. Et c'est à ce genre de cas qu'on assiste tous les jours. Des personnes mécontentes qui se sont fait avoir, qui s'adressent aux juridictions. Nous, notre travail au ministère de la Construction, c'est de produire des actes qui sont attaquables. Mais une fois qu'elles sont attaquées, il faut que ce soit bien fait, de sorte à ce que les juridictions nous disent le ministère de la Construction, vous avez délivré des ACD, ces ACD-là sont bons, on ne peut pas les annuler parce que ça a respecté la loi, les procédures et les règlements à la matière. Monsieur Komoué, tout à l'heure, je voudrais rebondir sur un sujet qu'il a évoqué. Et il a dit que l'État est là pour... comment on appelle ça? Faire le bonheur des Ivoiriens. C'est le cas. Et c'est le cas depuis 2013. Les réformes de l'ACD ont été faites dans le but de pouvoir faciliter l'accession à la propriété foncière. Ces réformes ont été faites pour supprimer certains actes intermédiaires.
qui prenaient du temps à être délivrés, qui posaient des problèmes. Il y a un seul acte unique qui est délivré aujourd'hui sur la propriété. Et depuis 2020, il y a un nouveau code sur le foncier qui a été promulgué. C'est avec ce code que nous travaillons aujourd'hui. Ce code nous permet de passer à la modernisation de notre système foncier. Aujourd'hui, il y a un décret qui a été pris en 2021 qui demande de mettre en place le système intégré de gestion du foncier urbain. Il s'agira pour nous de dématérialiser toute la documentation qui concerne le foncier, stocker cette documentation dans une base de données pour qu'elle soit accessible à tous les services qui interviennent dans la chaîne du foncier et sécuriser ces documents-là. Ça va permettre de gagner en temps dans la production des actes du foncier et cela est accompagné par un dispositif législatif qui met en place des réformes. Les procédures foncières qu'on utilise aujourd'hui sont des procédures qui ont été mises en place depuis la période coloniale. D'accord. Et elles ne sont pas, j'ai pas terminé, elles ne sont pas adaptées à nos réalités actuelles. Et les problèmes qu'on constate au niveau des villageois qui font des multiples ventes et autres, on a trouvé une solution à cela. Il s'agira d'uniformiser toutes les attestations villageoises. Ces attestations villageoises seront produites par l'État lui-même qui leur mettra à disposition, de sorte à ce qu'un villageois ne soit pas capable de produire lui-même dans une imprimerie des documents sur le foncier et vendre les parcelles à tout venant. Voilà. Ça, c'est une forme majeure qui va permettre de réduire sensiblement les litiges. Il va prendre effet à partir de quand? Le cycle est en train d'être déployé. D'ici la fin de l'année, cette réforme va rentrer en vigueur. Maître Balerou. Merci. Alors, plusieurs choses. Déjà, sur le cas de Mme Akissi Delta. C'est vrai qu'elle dispose d'une décision de justice. Je ne sais pas la nature de cette décision de justice, mais pour qu'elle puisse l'exécuter, il faut qu'elle ait épuisé tous ses recours. Donc, sous réserve qu'elle ait épuisé effectivement tous les recours et qu'elle ait une décision qui a été rendue par la juridiction suprême, en l'occurrence, dans ce qui va nous intéresser, je ne sais pas la nature du contentieux, soit le Conseil d'État, soit la Cour de cassation. Sous réserve qu'elle ait épuisé tous les recours, elle va pouvoir exécuter sa décision et pouvoir obtenir gain de cause dans la mesure du possible. Sur le fait que des décisions de justice ne puissent pas... qu'il y ait des décisions de justice et qu'il y ait des gens qui continuent quand même en dépit des décisions de justice, c'est un cas malheureusement qui est récurrent. C'est même, j'ai envie de dire même, ça vient même en amont de la décision de justice, parce que pendant que vous êtes en train de faire vos recours, la personne contre qui vous estez continue à ériger des constructions, par exemple. Ça aussi, c'est une problématique à laquelle les usagers du service public de la justice sont confrontés. Et donc, des personnes qui ont un titre de propriété totalement valide, qui vont en justice pour faire valoir que elles se retrouvent spoliées de leurs droits. Pendant ce temps-là, bien, la personne dit bon, va où tu veux, moi je continue à ériger. Je voudrais vous aider très rapidement. Laissez terminer. 30 secondes. Laissez-la terminer et ensuite il est important que je dise quelque chose dans ce sujet-là. Oui. Vous l'avez dit, vous êtes au tribunal. Mais moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai bien compris qu'il appartient à un juge qui est en train de trancher une affaire en deux personnes, de rappeler éventuellement à celui qui veut construire, d'arrêter. La loi vous aide, vous qui êtes en justice, vous qui avez ST, à arrêter de construire. Et ça, c'est encore le travail de la justice, pas nous. Okay. Voilà, et ça, c'est important à dire aussi. Parce que ça va donner le sentiment que pendant qu'on est à la justice, il y a un autre qui est en train de construire. Et pourquoi le ministère de la Construction ne dit rien? Mais non, le juge est compétent pour dire, pendant que je suis en train de trancher, vous n'avez pas le droit de construire, vous attendrez qu'il y ait telle justice, etc. Comme nous-mêmes sommes en train de mettre l'AD concernant Akissi Delta, sous réserve de bien comprendre, sous réserve de voir toutes les décisions de justice qui ont été prises en faveur de Mme Akissi Delta, nous saurons ensemble réagir. Donc nous restons entièrement disponibles de ce pouvoir qui est séparé, le pouvoir juridique. On va lui permettre de terminer. Merci, voilà. Merci, monsieur Koala. Merci. Donc j'allais dire effectivement que sous réserve qu'elle exerce d'autres... Mais ça, c'est encore des procédures. Okay. Mais ça, je veux, sans vouloir empiéter sur le domaine d'intervention où monsieur Komo est beaucoup plus habilité que moi, mais je veux dire, la justice ST en justice, ça a un coût. C'est pas ouvert à tout le monde. Okay. Vous voyez, vous pouvez être propriétaire d'une parcelle, d'un terrain, vous pouvez être propriétaire même d'une maison, et puis ne pas forcément avoir les moyens de rester en justice. Vous pouvez être ayant droit, par exemple. Vous pouvez avoir recueilli ce terrain-là dans votre patrimoine parce que vous avez hérité de votre père, de votre mère, vous avez bénéficié d'une donation. Et puis, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller en justice. Ça aussi, ça, c'est une problématique. Et nous sommes les plus nombreux dans le pays. D'accord. Et on a compris que ça, c'est pas le ministère de la Construction. Mesdames et messieurs, aller au terme. On va continuer. On va juste faire une petite pause. On va faire une petite pause et on va continuer. Juste après ceci. Merci.
port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360, foncier urbain, à quand la fin de l'anarchie? C'est le thème de cette première partie d'émission. Je vous redonne la parole, Maître Ballereau, pour terminer rapidement votre développement. Merci beaucoup. D'avant-pause. Alors, en 2 mots, déjà sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir 2 ACD sur le même terrain. Je suis totalement d'accord. Il s'agit du titre administratif ultime de propriété qui matérialise la propriété, c'est l'ACD, ça ne fait pas de discussion. Depuis 2013, c'est comme ça. Mais vous avez la problématique de tous ceux qui ont acquis leur propriété avant 2013. Et c'est ça le nœud, si vous voulez, une grosse partie du contentieux. Vous avez des personnes qui ont des titres qu'on appelle des titres provisoires, des titres intermédiaires, oui, tout à fait. et qui n'ont pas introduit à temps, pour des raisons peut-être de moyens, pour des raisons d'ignorance de la loi, pour X ou Y raisons, cette démarche de faire cet ACD-là. Et puis, dans l'intervalle, il y a des personnes qui introduisent cette demande d'ACD-là sur cette parcelle. Est-ce qu'on va leur opposer le fait que la loi dit que c'est l'ACD, donc vous ne pouvez plus rien faire, vous restez dans cette position d'inertie, vous vous retrouvez de fait exproprié? Vous voyez? Donc il y a cette problématique-là. Certes, il ne peut pas y avoir 2 ACD sur le terrain, mais pour toutes ces personnes-là qui ont acquis la propriété antérieurement au dispositif qui est en vigueur actuellement, qui est celui de l'ACD, eh bien, il y a cette problématique-là. Mais on ne peut pas, on n'est pas tenu de rester immobile, où on n'est pas privé de tout recours en justice, puisque l'ACD étant un document administratif, étant un acte administratif, on peut le contester, et la juridiction ultime qui va statuer sur cette question-là, ça va être le Conseil d'État. Donc, on a la possibilité de contester la validité d'un acte administratif délivré par le ministère de la Construction, l'ACD, devant la juridiction administrative, en l'occurrence le Conseil d'État, et de pouvoir faire valoir ces droits-là. Donc c'est vrai que c'est le titre ultime qui matérialise la propriété, mais il n'est pas non plus intangible, on peut le contester. Si vous avez raison, le juge vous donnera raison, le Conseil d'État vous donnera raison, et vous pourrez par suite revenir devant l'administration, donc le ministère de la Construction, et puis introduire votre recours. Et dernière chose que je voulais évoquer, M. Diallo a parlé de l'uniformisation des attestations villageoises qui seront désormais centralisées, et on espère que d'ici la fin de l'année, on aura une intangibilité de ce côté-là, parce qu'il y a aussi un contentieux très fort qui nous vient des doubles attestations villageoises sur un même terrain. Ça, par contre, ça existe. Les attestations villageoises ne sont pas des actes administratifs, ils n'émanent pas d'une administration. Donc, on a cette problématique-là. On a même parfois, sur certaines parcelles, dans certains villages, des doubles, voire des triples guides. Donc, quand vous venez, vous faites l'acquisition, on met votre nom dans un guide, et puis, au moment où vous voulez introduire votre ACD, on vous dit non, c'est dans le guide qui a été transmis au ministère, c'est pas votre nom qui apparaît, ou en tout cas vous n'apparaissez pas dedans. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire valoir votre droit. Vous voyez un petit peu. Donc il y a cette difficulté-là. Mais le fait d'avoir une attestation villageoise, vraiment, dernière chose, ça vous confère ce qu'on appelle en droit l'intérêt à agir. Vous avez manifesté la volonté d'acquérir un terrain, du foncier rural. Vous avez fait cette démarche-là. Maintenant, vous avez encore des recours contre les personnes qui vous auraient, on va dire, arnaqué d'une certaine manière en se comportant ainsi. André Silva Conan. Oui, c'est une très bonne proposition du ministre Bruno Koné d'uniformiser l'attestation villageoise. Moi, je soutiens fermement cette idée. Je souhaite que ce soit étendu justement au guide d'attribution des terrains, parce que là aussi, il y a un problème. Seulement, tout à l'heure, vous avez dit que pour qu'un individu qui veut acheter un terrain soit beaucoup plus assuré, il serait intéressant qu'il prenne des informations auprès des services compétents. Seulement, voilà. On a en Côte d'Ivoire une structure qu'on appelle l'AGEF, qui est sous la responsabilité du ministère, qui a vendu donc des sites à certaines personnes et à certaines personnes morales pour lesquelles il y a des problèmes. À preuve, M. Lamine Koulibaly, je crois bien que c'est son nom, l'ancien directeur général, il est à la MACA actuellement. Donc, ça pose le problème justement de la fiabilité des services compétents eux-mêmes. Premier cas. Okay. Deuxième cas, vous avez donc des sites bien importants comme celui de Mbato Boaké, celui de Daokouré de Kofikro à Bengeville
et celui de Djibo Kamon, je sais que vous savez de quoi je parle, sur lesquels il y a eu des lotissements approuvés par le ministère de la Construction lui-même et qui ont été annulés par le Conseil d'État. Quand vous prenez par exemple le cas de Djibo Kamon sur la route de Grand Bassam, un autre opérateur a introduit une autre demande de lotissement alors qu'il y a des demandes d'ACD qui avaient été déjà introduites sur le site annulé. Mais ça n'a aucun sens. Alors, quel est le moyen pour l'Ivoirien de savoir que les services compétents de l'État lui-même n'est plus fiable? Donc cela pose le problème de la fiabilité. On va prendre, avant de vous permettre de répondre, on a un téléspectateur en ligne qui va poser également son cas et vous allez répondre. Bonsoir, Monsieur Boli. Allô, oui, bonsoir. Vous nous appelez d'Atobon et vous avez un cas pratique ce soir. On vous écoute. Vous avez un cas particulier, s'il vous plaît, madame. Allez-y. Allô, oui, madame. Oui, on vous entend parfaitement. Allez-y. Voilà. Allô, oui. On a visiblement un problème de... Oui, oui. On vous entend parfaitement. Madame. Bonjour. Posez votre cas pratique, Monsieur Boli. Parce que je suis dans un collectif des gens. Alors, je suis dans un collectif des acquéreurs. Nous avons acheté des terrains à Benjerville-Blanchon. Voilà. Alors, donc, nous avons acheté le terrain avec l'AGF depuis 2015. Vous m'entendez? On vous entend, allez-y. 2015. Okay, donc nous avons acheté le terrain avec l'AGF depuis 2015. Et il se trouve qu'on nous dit que le terrain a été hypothéqué auprès d'une banque, la BESIC. Et donc, l'AGF n'a pas remboursé les prêts. Et la banque BESIC a récupéré donc ce terrain. Naturellement. Alors, depuis 2015, on fait des va-et-vient à l'AGF. Ils nous disent, bon voilà, attendez, en juillet 2022, ils ont dit d'attendre décembre 2022. En décembre, on n'a rien. Ils disent, attendez, il n'y a pas longtemps, le ministre, le directeur de cabinet du ministre nous a reçus. Il nous dit, bon, écoutez, l'AGF va vous rembourser. Mais comment l'AGF qui n'arrive pas à rembourser 3 milliards à la BESIC pour récupérer le terrain, nous propose de nous rembourser 7 milliards de francs? Mais allez-y comprendre quelque chose. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette attente et c'est le ministre, le directeur de cabinet qui essaie de nous convaincre d'accepter le remboursement. Comment vous pouvez comprendre cela? D'accord. Voilà nos problèmes. Ok, merci pour votre cas. Je vais vous permettre de réagir, bien sûr. En partant d'abord sur le cas posé par le président. Je voudrais déjà faire deux commentaires en ce qui concerne l'agence de gestion foncière. La première chose, c'est que je crois qu'il est bon. Il est bon et il est important de bien séparer les questions de gouvernance d'un directeur général avec la question de la fiabilité ou du bon fonctionnement d'un service de l'État. On ne peut pas. Il y a naturellement, vous avez plein d'exemples de sociétés où éventuellement des directeurs généraux ou des présidents de conseil d'administration auraient fait des indélicatesses. Vous avez donné beaucoup plus de détails pour lesquels nous n'avons pas besoin de faire des rappels, mais je voudrais dire que cette institution qui est une institution de l'État et donc du ministère de la Construction a hérité d'une bonne partie du foncier, de la CETU, de la SVI anciennement et d'autres sociétés d'État qui avaient géré le foncier. Monsieur Diallo vous a rappelé tout à l'heure qu'au niveau du SICFU, le système intégré de gestion du foncier urbain, nous sommes en train de dématérialiser toutes ces choses-là. Parce que des archives qui viennent depuis la CETU, en passant par la SVI, en passant par d'autres sociétés, et qui finissent à l'AGF, peuvent naturellement contenir un certain nombre des sources, n'est-ce pas, d'erreurs ou de problèmes éventuels qui peuvent engendrer des difficultés. Il aurait été bon et souhaitable que vous invitiez la nouvelle directrice générale quand même, qui a été nommée par le gouvernement, afin de régler un certain nombre de problèmes, dont celui de Bianchon. Naturellement, elle a plus de détails et on aurait été beaucoup plus confortable
Parce que là, on a un Ivoirien qui porte des informations qui sont relativement précises, mais malheureusement, la directrice générale, qui a le dossier en main et donc qui a tous les détails. Moi, j'ai vu M. Sylvain Conan qui était en train de sourire tout à l'heure. Bon, je comprends qu'il sourit, la dame, elle n'est pas là. Si elle était là, probablement que ça nous aurait aidé ensemble à apporter des réponses justement à ce genre de problématique-là. Et l'autre chose que je voudrais dire, moi j'ai entendu mettre tout à l'heure, rappeler aux Ivoiriens toutes les compétences qu'ils ont à faire annuler un ACD, à se plaindre, etc. Moi je voudrais inviter tout le monde, tous les Ivoiriens, y compris elle, qui connaît la question du foncier, à sensibiliser les Ivoiriens, vous l'avez dit. 70% des conflits aujourd'hui au tribunal portent sur le foncier. 80, elle a dit. Bon, alors 80, vous avez même fait plus 10%. Peut-être qu'il est grand temps qu'à leur niveau aussi, ils participent à la sensibilisation de tous ceux qui ont ces lettres, ces ACP, qui ne sont pas rentrés dans la procédure de l'ACD, qu'ils n'attendent pas. Mais elle a posé un problème, posé un problème qui est réel, c'est le problème qui existait avant les réformes. Oui. Il y a des personnes qui ont eu des documents, des titres fonciers avant les réformes. Comment on traite le cas de ces personnes? Monsieur Diallo va vous aider tout à l'heure davantage que moi-même, mais ils sont appelés naturellement à passer à l'ACD. Donc il est vraiment important aussi que cette sensibilisation soit collective. Il ne faut pas que ce soit notre affaire à nous tous seuls aussi. Je pense que c'est important. OK. Monsieur Diallo. Très rapidement, la question... J'espère que vous allez aborder l'affaire de Imbato Bouaké aussi, l'affaire des lotissements approuvés par le ministère de la Construction, annulés ensuite par le Conseil d'État. OK. Les documents qui ont été obtenus avant la réforme de l'ACD, c'est des documents qui ont été délivrés par l'administration, par nos services. Ces documents sont archivés chez nous. Lorsqu'il est question de faire un ACD sur une parcelle, on s'assure d'abord qu'il n'y a pas eu de document administratif qui a été délivré. Si c'est la même personne qui a fait la demande, on fait naturellement l'ACD en son nom. Et on invite ceux qui sont détenteurs de ces actes-là à faire des demandes d'ACD, parce qu'on est passé à la réforme de l'ACD. Ça, on a bien compris. Il y a même un décret qui a été pris sur la déchéance des droits sur les parcelles non détenues en pleine propriété pour permettre de booster les demandes d'ACD sur ces types de parcelles-là. Ceux qui ont ces parcelles qui ne font pas de demandes d'ACD, il sera question de pouvoir reprendre ces parcelles et les attribuer à d'autres personnes. OK. Voilà. On a bien compris ces cas. Quand on prend le cas de l'affaire Imbato Bouaké, des lotissements approuvés, il y a eu certaines zones qui ont été citées, les lotissements donc approuvés par le ministère de la Construction. Et sur cette base, des personnes s'engagent à acquérir un bien, à souscrire à une opération immobilière, par exemple, et après le Conseil d'État vient annuler ces lotissements. Qu'est-ce que vous prévoyez ou qu'est-ce que vous avez prévu pour ces personnes-là, pour leur dédommagement, puisque finalement, la faute commence par le ministère de la Construction? D'accord. Dire que la faute commence par le ministère de la Construction, c'est méconnaître... Donc, expliquez-nous. Oui, c'est méconnaître ce genre de problème. C'est des lotissements qui ont été initiés par des communautés villageoises. Ce n'est pas le ministère qui a initié le lotissement. L'arrêté d'approbation... C'est le ministère qui a approuvé. Le ministère a approuvé. Oui, par arrêté, le ministre prend un arrêté pour approuver le lotissement. Okay. L'arrêté étant un acte administratif, naturellement, il a fait l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État par des personnes qui ne sont pas contentes de comment les choses se sont passées. Et naturellement, le Conseil d'État a décidé d'annuler l'arrêté en spécifiant certains motifs. Nous, au ministère de la Construction, qu'est-ce qu'on fait? On a délivré des ACD sur ces sites. Ces ACD restent valables. Ces ACD restent valables. Ces ACD n'ont pas été annulés. Sur le lotissement, oui, c'est des titres de propriété qui sont même plus forts que les arrêtés d'approbation de lotissement. Ces ACD restent valables. Et nous travaillons à régler la question parce que c'est un espace qui a été planifié. À la régler comment? Les ACD ont été faits sur la base d'un plan d'approbation de lotissement. Lorsqu'il est question de construire un quartier, on prend un urbaniste qui fait un plan d'aménagement, qui propose, et ce plan, il est validé. Et c'est sur la base de ce plan que des bornes sont placées, des voies sont ouvertes, des poteaux d'électricité sont positionnés et des personnes arrivent à construire des maisons. Donc c'est une infrastructure qui est déclarée d'utilité publique et qui voit alignement. Une fois que cela est fait, que des titres de propriété sont délivrés, s'il arrive que l'arrêté a été annulé sur la base d'un motif, nous, au ministère de la Construction, on cherche à régler ce motif précis qui a été sur lequel... Mais sur le cas précis, sur ce cas précis-là... Sur ce cas précis, oui. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour les populations qui ont été... Qu'est-ce qui est fait pour leur dédommagement? Donc, non, il n'y a pas de dédommagement à faire parce qu'il n'y a pas de préjudice qui a été porté sur ceux qui ont eu des ACD, des actes, ceux à qui on a délivré des actes. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de recevoir les personnes qui ont demandé à annuler l'acte. On prend en charge leurs revendications et ensemble, on trouve les moyens pour pouvoir rétablir ce plan d'aménagement qui a été fait et sur lequel on a délivré des titres de propriété pour que ces titres de propriété-là soient viables.
Marius Komoé, qui est très impatient. Je sais qu'André Sylvain Conon veut réagir. Marius Komoé, ensuite Franck Dédy. Non, je vous l'ai dit, c'est bien que sur un plateau de télé d'une telle envergure, l'administration publique, qui d'ailleurs joue son rôle en la matière, explique aux populations ivoiriennes, aux usagers, les procédures d'attribution des ACD et de propriété d'un terrain ou même d'un bâtisse. Là où le vrai problème, c'est qu'on ne finira jamais d'en parler. Les problèmes sont énormes. Jusqu'à ce jour, on continue encore de nous retrouver devant les tribunaux et des va-et-vient au niveau du cabinet ministériel. Le rôle d'un directeur de cabinet, ce n'est pas de régler ce genre de problèmes. Surtout que nous avons des directions générales, nous avons des directions compétentes, techniques, qui ont en charge justement de gérer ce genre de dossiers. Mais les problèmes que nous constatons au quotidien découlent justement de ces directions, au point que le problème est posé désormais, est relevé au plus haut niveau et traité par le directeur de cabinet. Franck Dédy. Permettez-moi d'être peut-être un peu lent, mais je ne le serai pas. Non, je ne vous permettrai pas. Allez vers l'essentiel, soyez concis. On retourne le problème dans tous les sens. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire est un pays particulier. Dans la mesure où on peut s'inspirer d'exemples, pas forcément très loin de nous, pour régler de façon totalement définitive la question du foncier en Côte d'Ivoire. Je prends un exemple simple. Je suis un peu surpris. C'est vrai, on a salué cette mesure-là, mais je reste surpris qu'on commence des réformes en 2013 et c'est en 2020 ou 2021 qu'on se rend compte qu'attention, il faut rendre l'attestation villageoise unique en son genre. Bon, s'il nous faut 8 ans pour parvenir à ça, je me dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité d'identifier chaque mètre carré en Côte d'Ivoire. Donc, il faut utiliser ces moyens-là qui sont à notre disposition, qui sont dans l'air du temps et qui se font ailleurs très bien. Avec la permission du directeur, je pourrais me rendre à leur bureau, leur faire une présentation sur ces moyens qui existent, de sorte que dans les dossiers de l'État, on a une identification déjà précise en amont de chaque mètre carré en Côte d'Ivoire, de sorte que toute personne qui est intéressée à acquérir un terrain ou un autre, on n'est pas à discuter de ce genre de choses-là. En fait, j'insiste là-dessus parce que la télé, c'est un couteau à double tranchant. Okay. Et on est regardé de partout et on parle de problèmes que d'autres pays ont déjà réglés il y a 20, il y a 30 ans. D'accord. Aujourd'hui, mettons notre logiciel, si vous me permettez l'expression, à jour, de sorte que ces problèmes-là soient réglés. Aujourd'hui, avec la blockchain, ce genre de technologie-là, ce sont des choses qu'on sait faire. Aujourd'hui, grâce à l'état civil ou à d'autres structures de l'État, on sait exactement le nombre de villages qu'il y a en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très simple de pouvoir avoir un guide villageois digital unique en son genre, de sorte que tous ces problèmes-là puissent se régler. De même, le directeur a parlé du fait que pour le foncier, il faut qu'on parle d'une chaîne du foncier. Il y a des moyens aujourd'hui de sécuriser chaque bout de la chaîne. Chaque élément de la chaîne. Voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer. Ne demeurons pas avec nos méthodes d'il y a 30 ans, de 1967, de 1963, de 1959. On parle du code de foncier de la période coloniale. Moi, j'ai un peu... Je voudrais vous rassurer. On n'est pas du tout dans les méthodes d'il y a 30 ans. La preuve, on vous a parlé tout à l'heure du SICFU, qui contient... Je voudrais déjà vous remercier aussi pour votre proposition. Nous, c'est ce que nous disons, c'est une affaire nationale. Merci déjà d'apporter votre contribution. Mais je voudrais dire qu'au ministère de la Construction, on n'est pas du tout dans les années 30. Ça, je voudrais vous rassurer. On vous a parlé tout à l'heure du SICFU, qui contient une bonne partie des propositions que vous êtes en train de faire. Et je souhaiterais vivement demander à NCI d'inviter M. Mbo Nassirou. Nous, on lance l'invitation en même temps. Oui, tout à fait. Pour tous ces éléments qui portent sur la modernisation de toute la question du foncier. Et rappelez aussi que dans la sous-région, les problèmes que nous connaissons sont quasiment similaires. Si vous allez à Cotonou, mais vous allez trouver rébis, tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire sur le foncier. Dans les pays environnants, ce n'est pas toujours forcément mieux. La Côte d'Ivoire a une bonne longueur d'avance quand même sur beaucoup de choses en ce qui concerne le foncier. Et on parle de la Côte d'Ivoire ce soir. Et donc en parler, c'est toujours bien parce qu'on continue de chercher des solutions. Et donc ça, c'est la chose sur laquelle je voudrais dire qu'on a fait quand même beaucoup de benchmarks qui montrent que dans la sous-région, il y a des choses similaires. On n'est pas en train de copier ce qui est mauvais, bien au contraire. On a une longueur d'avance. Voilà.
Bien au contraire, on a une longueur d'avance, donc je voudrais vous rassurer là-dessus et dire que tout est fait pour moderniser ce foncier-là, sur lequel il y a beaucoup de problèmes qui continuent de... André Sylvain Conan, et ça va certainement... S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Plaisir. D'accord, merci. André Sylvain Conan, rapidement, ça va être le dernier... Oui, rapidement. Mot sur ce thème pour aborder le logement. Je me réjouis aussi que le ministre ait mis fin au sursis sur lotissement qui a été fait par la direction juridique. Vous savez sans doute de quoi je parle. Et rappelez que quand vous prenez par exemple le cas de Mbato Bouaké, ce qui se passe, c'est que quand le Conseil d'État annule donc le lotissement, les propriétaires terriens disent, ben voilà, je rentre encore en possession de mon bien et cèdent ces sites à d'autres opérateurs et le cycle reprend. C'est exactement ce qui se passe à Djibo Camon. Voilà, et donc j'aimerais bien vous croire quand vous dites que l'ACD demeure intacte sur le site, mais sur le terrain, ce n'est pas ce que les gens croient. Donc peut-être faudrait-il prendre des tests. Et nous le dit formellement, voilà, pour le dire sur ce plateau, Diallo Abdoulaye. C'est pour cela qu'on demande aux usagers qui veulent acquérir des parcelles de s'adresser au service du ministère de la Construction. Et le ministère pourrait se rendre disponible et accessible également. Le guichet unique, il est ouvert tous les jours de 7h30 à 16h30 sur l'ensemble du territoire. Les gens peuvent s'y rendre pour prendre les informations qu'il faut. À partir du moment où vous vous êtes rendu chez nous et qu'on vous a dit que vous voulez acheter un terrain, on vous a dit que ce terrain il est bon à prendre, prenez-le. Si on vous a dit que ce n'est pas bon, ne le prenez pas. C'est tout. D'accord. Donc, sur le cas de Mbato Bouaké, les ACD sont valables. Les ACD qu'on a délivrés restent valables jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'ils fassent l'objet de recours. Autrement dit, l'annulation est nulle et de nul effet. Non, c'est pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Les ACD, quand bien même le lotissement est annulé, il y a un certain nombre d'ACD qui ont été faits. Ces ACD restent valables en attendant de régler sur le lotissement annulé. Mais je suis curieux. Pourquoi le Conseil d'État, dans ce cas, annule un lotissement sur la base de plaintes de 2 ou 3 personnes? Vivement qu'ils soient invités, vivement qu'ils soient invités. On a un téléspectateur en ligne, M. Traoré Seydou, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, monsieur. Traoré Seydou, vous êtes toujours là? Allô, je suis là. On vous écoute. Bonsoir et on vous écoute. Bonsoir, madame. Alors, je disais... Vous pouvez parler, on vous entend. OK. Merci, bonsoir, madame. Eh bien, je voulais intervenir. Oui, je suis toujours là, oui. Ouais, je vous entends. OK. Bon, c'est pour intervenir sur le cas Aboba ou le 4e extension. En effet, oui, j'ai acquis depuis 2007 un lotissement. Sur le lotissement à Bouba ou le 4e extension, j'ai acquis en 2007 et par la suite, j'ai tout fait pour pouvoir avoir un ACD. L'ACD que j'ai même retiré mon ACD contre toute attente. Il y a un arrêté modificatif qui vient superposer un autre lot sur mon lot. Je ne comprends pas. Et le monsieur n'a qu'à attestation de cession, il décide, il ne bouge pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et quand on regarde le nouveau, comment on appelle l'arrêté modificatif, même les espaces verts, les espaces désignés pour l'équipement, ils ont tout morcelé, ils ont fermé les voies, alors qu'un ACD a des limites. Les limites de ma propriété ne sont pas respectées. Un rectangle où c'est entouré de voies de part et d'autre. Maintenant, on vient superposer un lot. L'arrêté motivatif vient superposer un lot sur mon dernier lot. Et là, voici un problème qui se crée. Il faut aller en justice. Tu vas en justice, on dit non, il faut mettre un expert géomètre dedans. L'expert géomètre, tu le fais, il fait un rapport biaisé. Et toi, tu continues de souffrir. Et ton argent, et tes enfants sont là, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Voici ce qui se passe. Traoré Seydou, merci pour votre appel. Et ce n'est pas le seul cas. Non, c'est trop facile. Non, vous ne pouvez pas prendre un téléphone. Mais on vous donne la parole. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on est en train de faire. J'entendais M. Komo dit tout à l'heure que c'est partout comme ça. Non, je suis désolé. Non, il a posé un cas pour répondre. Oui, non, mais vous n'avez pas un dossier. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous n'avez pas les éléments factuels. Vous avez juste un coup de fil.
Et là, on ne nous donne qu'est-ce que pas vous comme pouvez ça dire un comme numéro ça? de l'eau, un numéro d'îlot, des voies, des ACD, des annulations d'espaces verts. C'est beaucoup de choses en même temps. De quel plan s'agit-il? De quel arrêté s'agit-il? De quel ACD s'agit-il? Il faut des éléments factuels pour Alors, répondre. qu'est-ce que vous lui répondez? Voilà, donc la meilleure solution de mon point de vue, aujourd'hui, il a posé un problème personnel. Moi, je pense qu'il est bon, M. Diallo est venu aujourd'hui, il est bon de se rapprocher de M. Diallo avec tous ces dossiers-là, avec tous les éléments qu'il a décrits, pour qu'il puisse l'aider à régler le problème qu'il a, quitte à ce qu'il vous rappelle après, dans 1 mois, dans 2 mois, pour dire si oui ou non, son problème a été réglé. Ça me paraît beaucoup plus réaliste que comme ça, au téléphone, de dire j'étais, etc. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Il a posé un cas pratique. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, c'est ce qu'on demande. On l'invite à nos services. Il vient avec les éléments qu'il a. Ils sont situés où? À la Tour D, à la cité administrative, au 1er étage. Il vient avec ses éléments et il nous explique clairement le problème. On va prendre la pleine mesure et on va lui proposer la solution. D'accord, merci. Messieurs, le temps joue un peu contre nous ce soir. On va peut-être aborder la deuxième partie de cette émission, notamment la question du logement. Voilà. Je sais que vous êtes très impatients d'aborder cette partie, mais on va commencer par exemple sur le coût du logement en Côte d'Ivoire, qui est jugé excessif. Souvent, on parle également peut-être de la loi de certains propriétaires qui exigent des cautions, qui fixent le prix des loyers. Quelle est la situation, M. Kola Célestin? Alors, je voudrais déjà dire de ce point de vue-là que le logement aujourd'hui fait partie des problématiques sur lesquelles le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? Depuis 1985, lorsque la SICOGI et la SOGEFIA n'ont plus réalisé des logements parce que l'État s'est retiré de la production directe du logement, en 2010, le président de la République a instruit le gouvernement de façon générale à produire des logements sociaux. Et donc aujourd'hui, c'est 30 000 logements sociaux quand même qui ont été produits. Et ces 30 000 logements-là, vous avez des coûts qui varient de 5 millions jusqu'à 23 millions maximum, lorsque, avant 2010, vous aviez essentiellement des logements dont le coût variait autour de 30, 35, 40 millions. Donc c'est déjà pour dire qu'en une dizaine d'années, beaucoup de choses ont été faites. Il y a quand même 30 000 logements qui ont été produits. La deuxième chose, c'est que je vous ai entendu parler du coût des loyers. Si vous êtes en train de parler de la question de la location et des questions de caution, des dépôts de garantie et des questions d'avance, là aussi, je le disais tout à l'heure, pour le bonheur des Ivoiriens, il y a une loi qui a été prise. Voici un phénomène qu'on a vécu pendant près de 20 ans, sinon même plus, des cautions et des loyers extrêmement élevés. À partir de 2013, un décret a été pris, peut-être plus récemment, pour dire dorénavant, c'est 2 mois de caution et 2 mois d'avance, pas autre chose. Et on appelle justement les associations de consommateurs à nous aider pour la sensibilisation. Parce que pour l'application aussi, parce que dans certaines zones, ce n'est pas appliqué. Voilà, exactement. Les propriétaires continuent de fixer des cautions comme déjà, je voudrais vous rappeler qu'à notre niveau, il y a déjà beaucoup d'éléments, de mesures qui nous permettent de dire que la situation s'atténue un tout petit peu quand même. Elle s'atténue puisque lorsque quelques années en arrière, nous recevions trop souvent des appels pour se plaindre de cela, aujourd'hui, ces appels ont considérablement diminué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il vous est demandé de signer un contrat de bail avec le bailleur. Mais si vous ne signez pas ce contrat de bail, ou si vous participez vous-même à encourager les propriétaires, les bailleurs, en donnant 5, 6, 8 mois, parce que vous estimez que l'offre est trop faible et que si vous ne participez pas à cela, eh bien, vous n'allez pas avoir l'appartement ou le logement. Vous pénalisez tous les Ivoiriens qui n'ont pas autant de moyens que vous. C'est pour cela que nous, on continue de dire que c'est national, c'est global. Ce n'est pas que l'État qui participe simplement avec des lois. Vous êtes Ivoirien. La loi dit c'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Vous allez voir un propriétaire, vous lui donnez 8 mois, parce que vous avez un peu plus de moyens. Mais il y a plein d'Ivoiriens que vous êtes en train de pénaliser, et après, on dit l'État a pris la loi, ils n'ont pas les moyens de vérifier. Mais la vérification, c'est nous tous. Ce n'est pas le ministre Koné Bruno derrière chaque bailleur de fonds. L'État veille à l'application de la loi. C'est l'État qui veille à l'application de la loi. Vous nous ramenez tous les documents montrant clairement, c'est ce que je disais relativement au coup de fil. Vous nous ramenez tous les documents montrant clairement qu'un propriétaire a signé pour vous prendre plus de 4 mois, vous verrez qu'on va réagir. Kola Célestin, je vais vous poser une question avant de donner la parole à Marius Komoé, qui est très impatient de vous répondre. Est-ce qu'il existe un baromètre officiel pour fixer les prix de location en Côte d'Ivoire ou c'est libre? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Sénégal, ils ont fait l'exercice 2 fois. Il y a quelques années, 4 ou 5 ans en arrière, ils ont fait l'exercice. Ça a été un peu difficile. Ils ont repris plus récemment. Nous sommes, avec la loi sur le bail, on est en train de regarder les meilleures conditions dans lesquelles on pourrait revenir à ça. Mais je voudrais vous dire qu'on a une économie libérale et donc c'est un exercice qui peut être un peu difficile. Mais ce n'est pas impossible. Marius Komoé. Alors, vraiment, j'ai écouté monsieur le directeur concernant la question du logement en Côte d'Ivoire avec amertume.
Parce que dans les faits, tout ce qu'il nous dit, ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est quoi la réalité? Allez-y, dites-moi. Quand il nous dit, nous, organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, nous devons aider l'État à sensibiliser. Nous n'avons pas de médias d'État comme ils l'ont. Nous payons pour que les médias d'État servent aux décideurs, servent à l'action de l'État. Donc, la matière de sensibilisation, l'État a tous les outils, toute la panoplie nécessaire de médias pour pouvoir communiquer avec ces populations que nous sommes. Ça, c'est un premier point. Association de consommateurs, on ne perçoit aucune taxe, aucun impôt sur le consommateur pour nous substituer à l'État et faire sa politique de communication. Non, pas vous substituer à nous. Entre autres, la question du logement. Il a dit l'État a produit 30 000 logements. Mais les besoins nationaux, c'est 500 000 logements, ça, il ne le dit pas. Oui, mais sauf que si vous... Mais sur les 500 000 logements, Laissez-le terminer, vous allez répondre. un gouvernement qui produit que 30 000, quand on sait que le besoin national croît à hauteur de 10% l'année, ce n'est pas des chiffres qui viennent de moi, c'est des chiffres qui viennent d'eux. Et donc, au moment opportun, quand un usager des services publics, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit du privé ou pas, cherche à se loger et à loger les siens, il a besoin que l'État joue véritablement un rôle. Et le rôle de l'État, c'est ce qu'il a dit, c'est de prendre des mesures contraignant les bailleurs, les propriétaires à respecter un certain nombre de principes en matière de location de logement. Okay. Malheureusement, que constatons-nous? L'usager, il arrive dans voir un propriétaire, le propriétaire lui rétorque que chez lui, c'est tel nombre de mois de caution et tel nombre de mois de loyer d'avance. C'est à prendre ou à laisser. Et lorsque l'usager lui rétorque qu'il va se référer à l'État, il dit, mais vas-y, c'est à l'État qui a construit ma maison, je verrai bien. Alors, et le scénario, il a tout... Même les cadres ivoiriens fonctionnaires, ils subissent la loi des propriétaires. Et l'État reste indifférent. Pourtant, les moyens de coercition, les moyens de répression sont entre les mains de l'État et non d'une association de consommateurs, encore moins des populations. Je voudrais très rapidement, je voudrais aider mon frère Koboy sur un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'il faut déjà dire merci au gouvernement ivoirien. Avant 2010, c'était 0 logements sociaux. On en a produit 30 000. C'est peut-être pas suffisant, mais voilà ce qu'on vient de faire déjà. Il y a des Ivoiriens qui ont pu avoir des maisons à 9 millions, à 12 millions, à 15 millions. Peut-être que déjà pour ces Ivoiriens-là, il faut être heureux et dire merci au gouvernement. Ça, c'est la première chose. Non, moi, je ne définis pas la Côte d'Ivoire. Non, je ne définis pas les besoins des populations la deuxième dans l'année 2010. Bien avant cela, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Donc, on nous situe en 2010. Oui, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Nous gouvernons depuis 2010 et donc, naturellement, on ne peut parler pour le compte du gouvernement que depuis 2010. La deuxième chose qui est extrêmement importante, je voudrais rappeler à mon cher frère qu'aujourd'hui, au Maroc, en Égypte, où nous sommes passés, en Turquie, il y a des projets de logements sociaux qui continuent. Au Maroc, ça fait 20 ans. Les logements sociaux, ce n'est pas d'un temps T1 à un temps T2. C'est un processus. On intègre les nouveaux ménages, on intègre les jeunes qui sont en train de rentrer dans la vie active, etc. La France, qui est notre référence éternelle, toujours. Mais même aujourd'hui en France, on continue de parler de logements sociaux. Les formules changent, les dynamiques changent, mais la problématique demeure. Et puis ensuite, je pense quand même qu'il faut dire bravo au gouvernement pour avoir commencé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire 30 000 divisé par 600 000. Il y a un gap de je ne sais pas combien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une relance, d'une pompe que nous sommes en train d'amorcer. Et le ministre Koné Bruno l'a dit la dernière fois. On va faire mieux que ça. On est en train de revenir à la location-vente. C'est l'idéal. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, les premiers logements en location-vente seront remis aux Ivoiriens. Dans quelle zone? Oh, il y a déjà plein de sites, à Yopougon, à Port-Boué, etc. Donc ça me paraît être quelque chose d'important pour lequel l'on pourrait se retrouver en termes de résultats. Parce que dans la dynamique, nous avons compris que la plupart des ménages, 80% ne sont pas bancarisés. Donc ils n'ont pas les moyens d'aller dans une banque et donc ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir un crédit bancaire. Il y a toutes nos mamans, nos sœurs qui sont dans les marchés, qui ont un garage par-ci, qui ont une menuiserie par-là, qui ont besoin également d'un logement social. D'accord. Et c'est pour la raison pour laquelle nous allons revenir à la location-vente. Donc je pense que le gouvernement a fait beaucoup et qu'il faut continuer d'encourager les différents. André, c'est vrai qu'on sera obligé d'aller au pas de course sur ce thème, sinon on ne pourra pas aborder le deuxième thème. Il y a des souscripteurs des logements sociaux qui attendent depuis des années. Je pense qu'il faut traiter cela avec diligence. Mais j'aimerais... peut-être que cela va plaire au ministère, mais je suis de ceux qui disent que la fin des combats par procuration doit arriver. Mais enfin,
Le gouvernement, le ministère de la Construction a dit 4 mois, 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Mais enfin, il faut que nous-mêmes, on se donne les moyens de faire respecter cela. On en appelle trop au gouvernement, alors que le gouvernement nous a donné les moyens, justement, de faire respecter une décision qu'il a prise. Mais enfin, il y a aujourd'hui des contrats bail qu'on va retirer et tout cela. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir des 4 mois qu'on doit payer. Mais si, tant qu'on commence un propriétaire, fixe 5 ou 6, 7 mois, il y a même, moi je me rappelle, il y a eu des annonces sur des numéros verts et tout cela, des dénonciations. Mais le problème, c'est que de nombreux Ivoiriens, je suis malheureux de le dire, de nombreux Ivoiriens aiment les combats par procuration. Ils sont tout le temps en train d'appeler les journalistes pour dire « Vous voyez, tel propriétaire est en train de vouloir me donner un site à plus de 6 mois. » Ils sont en train d'être sur les réseaux sociaux, en train de dénoncer avec des avatars. Au lieu de passer à l'action, il faut bien qu'un jour on passe à l'action. Et on est même arrivé à un stade où maintenant les associations de consommateurs, au lieu de nous aider, ils disent qu'il faut aller payer à la RTI pour que nous on puisse venir parler. Mais avec les réseaux sociaux... Ah non, nous on ne vous a jamais dit ça. Vous avez dit tout à l'heure que c'est nous qui disposons de tous les moyens de communication. Mais il n'y a pas plus facile aujourd'hui que les moyens de communication. Sinon, je n'ai jamais été au cabinet pour demander, je n'ai jamais fréquenté vos cabinets. Oui, mais sauf que vous êtes en train de dire tout à l'heure, on attend que l'État qui dispose de tous les moyens de communication vienne le faire pour nous. Mais non, nous avons fait la loi. On va donner la parole à Maître Ballot. Prenez le relais. Qui veut se prononcer également sur cette question de logement. Sur la question du logement, je veux me départir momentanément de ma qualité d'avocat pour endosser la qualité de citoyenne et à la fois de locataire et de propriétaire. D'accord. La question des logements sociaux, parce que M. Koala a dit on s'inspire de la France, notre modèle éternel. Mais en France, il y a... Je retire le mot éternel, s'il vous plaît. En France, il y a... Quand on parle de logements sociaux, on vous parle d'un parc qui peut être géré soit par l'État, soit par des personnes privées, gestionnaires d'un service public de logement, et qui permet à des personnes... Parce que tout le monde ne sera pas propriétaire, mais il faut bien que tout le monde puisse se loger de manière décente. Alors, c'est un appel à ce qu'il y ait de véritables logements sociaux, pas forcément dans pas un accès social à la propriété. Je veux dire par là que tout le monde ne pourra pas être propriétaire. Donc, quand on envisage les logements sociaux en Côte d'Ivoire, on vous dit qu'il y a des tarifs qui sont étudiés et on vous permet d'avoir à certains prix, on vous permet à un certain coût d'accéder à la propriété. Mais quid de la majorité des Ivoiriens qui ne seront pas forcément propriétaires, ni aujourd'hui ni demain, mais qui, en tout cas, ont un besoin de logement décent et qui sont éligibles à un logement social. Donc, il faut une vraie politique aussi de logements sociaux qui vont permettre aux jeunes ménages, aux jeunes actifs, qui vont permettre aux familles monoparentales, qui vont permettre à des personnes qui sont en situation de difficulté ou en tout cas de précarité, mais qui ont un métier, qui ont un emploi qui leur procure un revenu, que ce soit formel ou informel d'ailleurs, mais qui puissent se loger, qui puissent sortir des quartiers qu'on qualifie de quartiers précaires avec toutes les problématiques liées au changement climatique, aux pluies, etc. et aux drames qu'on peut rencontrer. Donc, c'est vrai qu'il y a cette accession à des coûts sociaux à la propriété, mais il y a aussi la problématique du logement pour tous. Donc c'est vrai qu'on est dans une société libérale. Moi, je suis un peu dérangée. Quand on est un pays en développement, je pense qu'on ne peut pas avoir cette vision totalement libérale-là de la société. Il faut penser aussi, ça s'appelle la solidarité nationale tout simplement, il faut penser à un logement, à ouvrir le logement à tous dans des conditions décentes, parce que on le voit dans Abidjan, dans le grand Abidjan, vous avez Abidjan où il y a des logements en dur et puis malheureusement vous avez un habitat beaucoup plus précaire. Donc la location aussi est un moyen de se loger. La location dans le cadre d'un parc social doit être envisagée aussi. D'accord. Et voilà, c'est donc c'est pour cela qu'avant la fin de l'année, on va relancer la location vente. Déjà, ça c'est la première chose. J'adhère totalement à ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on peut avoir une date précise on va aller avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Absolument. Vous allez voir les premiers appartements qui seront remis aux Ivoiriens. Parce que, je le dis et je ne cesse de le répéter, quelques années en arrière, lorsque nous parlions des logements sociaux, on était à 5, 10 000. Aujourd'hui, on est à 30 000. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait. Si aujourd'hui, en avril, on est en train de dire que d'ici la fin de l'année, vous allez voir les premiers appartements en location-vente et en location simple également,
parce qu'effectivement, je vous rejoins, tout n'est pas l'accès direct à la propriété. Ça, on l'a compris, accepté, on y travaille. Mais je voudrais vraiment dire que c'est dans cet esprit-là. Moi, je vous permets de parler, en pas de logement, également de cadre de vie, des opérateurs immobiliers. Là, on parlait des propriétaires qui souvent ne respectent pas la caution, des bailleurs qui ne respectent pas la caution fixée par l'État et des mesures prises pour faire appliquer la décision de l'État. Mais comprenez, il y a des opérateurs immobiliers, par exemple, qui ne respectent pas le plan présenté à l'acquéreur ou le cahier de charge qui prévoit des aires de jeu qui ne respectent pas dans l'exécution ou la construction des biens. Qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère de la Construction? Alors, ça nous ramène simplement en partie aussi à la question du permis de construire. En ce qui concerne les programmes immobiliers, c'est l'agrément du programme immobilier qui fait l'objet d'une autorisation par le ministère de la Construction et qui, en principe, dans la logique, devrait être conforme. C'est pour ça qu'on parle après de certificat de conformité lorsque le permis qui a été validé, là, les travaux qui ont été exécutés sont conformes. N'est-ce pas, aux différents plans que vous avez déposés pour lesquels vous avez obtenu un permis de construire ou un arrêté d'agrément de votre programme. Donc, bien évidemment, tout est mis en œuvre. Lorsque un programme immobilier n'est pas en train de respecter les plans, il est purement et simplement arrêté. Voilà. Je voudrais rappeler que nous sommes arrivés à un stade où des promoteurs... Vous en avez arrêté combien ? Nous avons retiré du programme de logements sociaux déjà une dizaine de promoteurs pendant tout ce temps. Je n'ai pas la liste de tous les programmes qui ont fait l'objet de démolition, mais je sais qu'il n'y a pas 2 mois, une dizaine de villas a été détruite du côté de Bessikwa, justement parce que ça ne respectait pas les différentes normes. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens qui étaient très sensibles à cette situation. Et je voudrais rappeler que les démolitions ne nous font pas plaisir également. Les démolitions ne nous font pas plaisir. L'objectif du ministre Koné Bruno, ce n'est pas de démolir tous les immeubles d'Abidjan. Mais face à l'incivisme, face à la gravité du non-respect, comme vous l'avez dit, des règles d'urbanisme, des règles d'architecture, du fait que certains promoteurs immobiliers ou même certains particuliers ne veulent pas entendre parler de l'architecte, ne veulent pas entendre parler des plans d'exécution qu'un ingénieur doit mettre en œuvre, ne veulent pas prendre un bureau de contrôle pour suivre les travaux, pour regarder, pour faire, assurer le contrôle qualité des matériaux de construction et parfois aussi du matériel comme les échafaudages, etc. Quand en retour, ils sont prêts à mettre 600, 700 millions dans un immeuble, il est difficile de mettre 20 millions pour des bureaux d'études, pour des architectes, etc. Il faut que les Ivoiriens puissent participer aussi. Que tout ne soit pas exclusivement et uniquement la responsabilité du ministre. Donc, aux promoteurs immobiliers, pour répondre de façon précise, il est de leur devoir aussi, surtout les promoteurs nationaux, parce que de 2013 jusqu'à aujourd'hui, nous avons sélectionné aux 3/4 des entreprises nationales pour que demain, ils deviennent des champions. Mais il leur appartient également de commencer par le respect des autorisations que leur tutelle leur donne pour que les Ivoiriens qui payent 15, 18, parfois 20, 30, 50 millions pour avoir un logement puissent avoir ce qui correspond à l'autorisation qui leur a été donnée par le ministère de la Construction. Mais nous sommes, en train de regarder ça de très près. Et quand il faut casser, je vous le dis, on démolit. D'accord. Messieurs, nous avons un deuxième thème à aborder. Il ne nous reste que 10 minutes pour terminer cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et notre plateau est toujours ouvert pour aborder toutes les questions qui concernent le foncier urbain en Côte d'Ivoire. On va donc suivre ce reportage de la rédaction de NCI. Depuis le 16 avril dernier, la crise des data alimente toujours la polémique et nous allons faire le point juste après ce reportage de Sadif Yalikoui. 7 avril 2022. Les 3 opérateurs de téléphonie qui dominent le marché ivoirien diminuent le volume de data des paquets 4G tout en augmentant leur prix. Conséquence, hausse des tarifs des données mobiles. La mesure soulève alors une fronde contre les opérateurs. En première ligne de la grogne, le député maire de Tiasalé, Antoine Tiemoko Assalé. 72 heures après, le porte-parole du gouvernement monte au créneau. Le ministre de la Communication et des Médias assure tenir compte des ménages et annonce des discussions entre les acteurs du secteur. Objectif, trouver un équilibre pour le secteur de la téléphonie qui connaît, selon Amadou Koulibaly, une tendance baissière, tout en prenant en compte les intérêts des Ivoiriens. Ces pourparlers élargis au Conseil de régulation et à la Direction générale de l'ARTCI ont débuté vendredi dernier. Ils ont débouché sur la signature d'un communiqué conjoint dans lequel les 3 opérateurs se donnent 2 semaines pour revenir aux tarifs des data Internet. Avec pour argument le dimensionnement de leurs infrastructures pour le réajustement des offres. Quoique tous sommés par le régulateur de revenir aux tarifs d'avant le 6 avril 2023, seul Move a révisé sa tarification, suscitant une levée de boucliers contre MTN et Orange,
qui, à l'appel du député Assaletié Moko, sont victimes de boycott. Les rencontres entre les parties devraient reprendre cette semaine et permettre de voir le dénouement de cette crise des data qui, depuis une semaine, enflamme la toile. En 2022, pour rappel, les revenus du marché de la téléphonie mobile étaient de plus de 1 000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Des data, où en sommes-nous? C'est le deuxième thème de cette émission qui va finir dans 10 minutes exactement. Le premier thème ayant permis d'aborder plusieurs problématiques importantes sur la question du foncier urbain. Pour ce deuxième thème, j'ai le plaisir de recevoir Roger Nuan, entrepreneur, président de la coalition Ça Suffit. Bonsoir. Madame, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Et également Ambroise Tietier, qui est journaliste éditorialiste. Bonsoir Ambroise Tietier. Bonsoir. Et merci d'être là également. Alors, on va juste faire un point de cette crise. Je vais commencer par vous, Roger Nuan. Je sais que vous faites également partie de la coalition qui a lancé ce boycott. La cellule. La cellule qui a lancé ce boycott citoyen. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut d'abord dire merci aux Ivoiriens qui ont vraiment suivi les appels que nous leur avons lancés, qui ont compris l'enjeu, qui ont compris que, comme André le disait tout à l'heure, quand toi-même tu sais que tu souffres, tu n'attends pas qu'on t'appelle. Et tu es prêt. Donc, ils ont répondu. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que les cris ont été entendus. Les actions ont porté? Les actions ont porté, on peut le dire ainsi, puisque aujourd'hui, le débat fait l'actualité, le sujet fait l'actualité. Il faut les saluer pour cela. Et dire qu'il y a eu plusieurs communiqués. C'est vrai, nous, on tape sur les opérateurs de téléphonie, mais la responsabilité de l'État, elle est mise en cause ici, puisque ce qui a engendré tout ça, c'est la décision de l'ARTCI. Qui dit l'ARTCI? Dit le ministère de l'économie numérique. L'ARTCI ne peut pas se lever prendre des décisions comme ça. C'est d'ailleurs même pour cette raison que le ministre n'a pas tardé à réagir, là où on attendait l'ARTCI qui refuse les plateaux télé. Donc, l'action a porté. Mais nous ne comptons pas nous arrêter. C'est vrai que les opérateurs ont décidé cette fois-ci de réagir, ce qu'on attendait depuis. Il y a un premier qui a réagi, les deux autres ont voulu jouer les têtus, excusez-moi du terme, mais qui ont fini finalement par réagir. Nous espérons qu'au-delà des réactions, à travers les communiqués, c'est la baisse des coûts que nous attendons. On ne demande même pas à revenir... C'est un autre cas que vous posez, parce qu'il y a le retour aux coûts qui Nous ne sommes pas là pour parler du retour aux anciens coûts. Vous parlez maintenant de... Là, on n'est plus aux anciens coûts. Nous voulons en Côte d'Ivoire que le coût de l'Internet soit bas. C'est un autre combat? C'est le même combat qui est en train de se mener. On ne peut pas dans un pays dire que le thème de la journée internationale de la femme dit, on dit un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et puis, dans la même année-là, on fixe le coût qui exclut des gens à l'accès à Internet. Cette même année, on dit l'année de la jeunesse. Mais quel jeune aujourd'hui qui peut mener une activité sans une connexion Internet, même pour faire une simple recherche, sans oublier que l'Internet donne aujourd'hui à manger aux gens. Donc il faut tenir compte de tout ça, il faut regarder tout ça. Et nous pensons que dans cette affaire, celui qui nous a laissé tomber, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai, les opérateurs, ils sont là pour jeter de l'argent, mais le rôle de l'État, c'est de protéger les citoyens, donc protéger les consommateurs. Roger Nuan, merci. Ambroise Tietier. Moi, je dirais qu'il était temps. Il était temps parce que la Côte d'Ivoire apparaissait par rapport aux sociétés de téléphonie mobile comme un Eldorado. Je me rappelle bien, et chaque Ivoirien avec moi, que quand les sociétés de téléphonie mobile sont arrivées, notamment Orange, le coût de la puce était à 45 000 francs. Et la communication était à 500 francs. Et c'était les privilégiés. C'était les privilégiés qui pouvaient s'offrir une communication. On était pressé de couper pour ne pas dépasser la minute. Donc, c'est dire qu'il était temps que l'Ivoirien tape du poing sur la table par rapport à ces prix-là. Et c'est un déclic. C'est un déclic avec les nouveaux prix que l'ARTCI a fait homologuer. Et aujourd'hui, on sent que cette structure se débine un peu, mais je crois qu'il est tard. Le train est lancé, on ne va plus revenir en arrière. Et comme il a relevé, et je suis d'accord avec lui, on ne veut pas les anciens prix, on veut de nouveaux prix plus bas. Parce que, voyez-vous, il y a une disparité au niveau des prix Internet. Au Sénégal, c'est à 2 000. Au Burundi, c'est à 2 000. En Tunisie, c'est à 2 000. Même au Bénin, à côté, là, c'est un peu plus de 2 000. Mais en Côte d'Ivoire, le gigaoctet, il est à 5 000 francs. Il est à 5 000 francs, c'est inadmissible. Surtout que l'Ivoirien n'est pas plus riche que le Sénégalais, que le Béninois. Mais pourquoi cette disparité? Rien dans les faits ne l'explique.
Donc il faut qu'on revienne à des prix plus abordables pour les Ivoiriens, de sorte que, comme il a relevé aussi, aujourd'hui, l'Internet est devenu une denrée de grande consommation pour les Ivoiriens. Et je profite de l'occasion pour répondre aussi à la directrice générale adjointe d'Orange, qui pour moi a fait une sortie de route. On va pas citer de marque sur ce plateau. Ah oui, voilà. On va pas citer de marque. Madame Nafis Silué qui a fait une sortie de route. Quand la blogueuse Edith Brou s'est plainte de ce que sa connexion soit finie plus tôt que prévu, elle a une réaction totalement indécente, de mon point de vue. Comme ce n'est pas une réaction qui a été faite sur notre plateau, mais il faut régler tous les problèmes en même temps. Quand elle dit que Yango est plus cher et on prend Yango, mais Yango, qui se permet Yango aujourd'hui? C'est pas tous les Ivoiriens qui prennent Yango. Yango, l'Ivoirien comment dirais-je, de l'intérieur du pays, il ne prend pas Yango, mais pourtant il prend Internet. Il utilise Internet. Donc c'est une comparaison totalement absurde que je pèse bien mes mots. C'est teinté de mépris, quoi. C'est un mépris, on ne peut pas accepter ça. Bon, je n'ai pas trop envie de dire, ce n'est pas vraiment l'objet de notre discussion de ce soir. André Sylvain Conon, donc si on comprend bien, pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre, on ne parle plus de retour aux anciens coûts, aux anciens prix, mais on parle maintenant de réduction. Quand vous prenez tous les communiqués, aussi bien de la RTC que des opérateurs économiques, ils vous disent le retour aux prix d'avant le 6 avril. Mais quels sont ces prix? C'est ce qu'on ne nous dit pas. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Je vais pas faire la genèse de l'affaire, mais il faut bien comprendre que je vais résumer en une, deux phrases. On a un opérateur qui appliquait déjà des prix de 0,4 à 0,5 francs CFA sur le mégaoctet. OK? La RTCI, précisément le conseil de régulation présidé par Dr Koti Souleymane Diakité, retenez bien ce nom parce qu'il était PCA du fer, là où, au moment où il y a eu le scandale, retenez donc bien ce nom, et donc qui décide que le prix plancher et non plafond, le prix plancher doit être relevé à 0,8 francs, alors qu'un opérateur était déjà à un prix plus bas. Vous comprenez? Et donc, quand on dit qu'il faut que les prix soient comme ceux d'avant le 6 avril, on ne sait pas si c'est 1 franc CFA, si c'est 0,1, si c'est 0,2, si c'est 0,3. Et donc, pour nous, parce que moi, je fais partie de la cellule avec Roger Ignoa et le député, bien d'autres, Jean Bonnet, Jean-Christian Conan et Serif Tal et tout ce monde-là, eh bien, on dit une chose très simple. Le prix plafond, étant donné que la RTCI, dans sa communication de janvier, dans sa décision de janvier qui n'a pas été publiée, mais dont nous avons les documents, la RTCI dit que, en dépit du fait que les opérateurs ne respectaient pas le prix de 1 franc CFA, okay, en dépit de cela, les opérateurs ont fait des bénéfices allant jusqu'à 30%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en dépit du fait que des opérateurs vendaient à 0,4 francs le mégaoctet, il y avait des bénéfices. Il y avait des bénéfices. Donc, raisonnablement, il n'y avait aucune raison possible pour que la RTCI vienne dire de remonter à 0,8 francs. De ce fait, nous disons de façon très ferme, vous pouvez retourner aux anciens prix, il n'y a pas de problème, mais nous disons que vous ne devez pas dépasser les 0,4 francs parce que il a été établi que vous faisiez déjà des bénéfices à partir de cela. Donc les 0,8 francs ne sont même pas un problème pour nous. C'est aussi clair que cela. Mais il y a un autre problème. Rapidement. Il y a un autre problème. C'est dans l'auto-interview de la directrice générale, Mme Namawa Bamba, qui dit que... Directrice générale de la RTCI. De la RTCI, qui dit que sur les 4 dernières années, les tarifs voies mobiles ont peu évolué, passant de 95 francs en moyenne en 2019 à 99 francs au premier trimestre, alors que le prix moyen consommé a baissé, passant de 13 francs CFA à 8 francs CFA la minute. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un autre combat que nous allons mener. Et il serait intéressant qu'il ne nous y amène pas. Parce que, je vais vous surprendre, en France, selon les forfaits,
on est aujourd'hui aux appels illimités. Vous prenez par exemple le forfait mobile qui est à 100 gigaoctets à 16,99 € par mois pendant 12 mois. Cela donne quoi? Cela donne 11 000 francs CFA. 11 000 francs CFA pour 100 gigaoctets. La France, qui a un niveau de vie beaucoup plus élevé que la Côte d'Ivoire. Avec 11 000 francs CFA, vous avez 11 gigas en Côte d'Ivoire. 100 gigas. Avec 11 000 francs CFA, vous avez 11 gigas en Côte d'Ivoire. Okay. Pendant qu'en France, vous avez 100 gigas avec des appels illimités. Ce n'est pas possible. Merci André Sylvain Conon. Franck Dédy, rapidement. Moi, j'ai écouté la réaction du ministre. J'ai lu l'auto-interview de la DG de l'ARTCI. Et à la fin de la journée, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on sait vraiment de quoi on parle? Parce que dans l'auto-interview de la DG de l'ARTCI, dans la motivation des différentes décisions qui ont été prises, on dit que les différents opérateurs feraient des pertes. C'est pourquoi on leur a interdit de faire plus de 100% de bonus. Et puis après, parce que le secteur ne serait peut-être plus en équilibre à partir d'un certain moment donné, on dit qu'il faudrait augmenter le coût du mégaoctet. Tout à l'heure, on parlait du logement. Il y a une phrase qui revenait en filigrane, c'est qu'on est dans une économie libérale. Mais j'ai l'impression qu'on accepte d'être dans une économie libérale pour certains secteurs et pour d'autres qui ne sont pas liés à la souveraineté de l'État ou des secteurs typiquement qui portent atteinte à la sécurité de l'État. En ce moment-là, on oublie qu'on est dans une économie libérale. Pour le bonheur des populations, comme c'est le nouveau slogan en vogue depuis un certain nombre de mois, je pense qu'en tant que régulateur, il faut se pencher plus vers un prix plafond plutôt qu'un prix plancher qui, permettez-moi l'expression, n'a pas de sens. Et on ne peut pas non plus justifier le fait que des gens font des pertes, mais ils font plus de 100%, plus de 200%, plus de 300% de bonus, sachant qu'ils ont la possibilité de faire moins, si bien qu'on leur dit, comme des enfants, vous êtes en train de faire des pertes en faisant ça pendant plusieurs années, alors que les documents qui sont mis à la disposition du public, il y a l'un des opérateurs que je ne vais pas nommer qui a fait son entrée en bourse récemment. Les documents de cet opérateur-là sont à la disposition du public, avec de larges bénéfices, qui prouvent que sur les 5-6 dernières années, ils ont fait des bénéfices sur l'ensemble des différentes sections. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi est-ce qu'on s'arc-boute à la data? Et c'est peut-être là qu'il faut éclairer la lanterne d'un certain nombre de personnes. On s'arc-boute à la data parce que aujourd'hui, la data, l'Internet est en train de se substituer aux autres segments de revenus des différents opérateurs. Sur le SMS, je préfère très rapidement envoyer un SMS par WhatsApp plutôt que d'envoyer un SMS direct. Donc, ils ne gagnent presque plus rien là-dessus. Sur la voix, c'est presque pareil. Avec d'autres applicatifs, je peux discuter avec quelqu'un en utilisant Internet plutôt qu'en appelant directement. Okay. Donc, là où est-ce qu'on peut gagner beaucoup plus d'argent, c'est sur la data. Donc, malheureusement, on augmente avec les mauvais justificatifs. Le dernier point, c'est là que je vais m'arrêter. Sur les 3 opérateurs qui utilisent en général presque les mêmes technologies, il y a l'un d'entre eux qui très rapidement revient sur les anciens prix. Et puis les 2 autres qui nous disent qu'on a besoin d'entre 24 heures et 2 semaines. Naturellement, ils vont choisir la bonne route qui est 2 semaines. Et vous verrez que c'est dans 2 semaines qu'ils viendront sur les anciens prix. Alors que, permettez-moi de parler comme certaines personnes, si certains techniciens de ces maisons de téléphonie... En espérant que ça ne sera pas vulgaire. J'espère aussi. Je l'espère pour vous. Le paramétrage, excusez-moi, le paramétrage de ces éléments-là, ça ne prend pas plus de 5 minutes. Voilà, donc dire qu'on a besoin de 2 semaines pour le faire, je pense que c'est un peu insultant vis-à-vis de l'intelligence des autres parce que pour la même technologie, il y a l'un des opérateurs qui très rapidement l'a fait avant même que la décision ne soit rendue publique, qui est revenu très rapidement. Et pour 2 autres, qui sont les 2 autres plus gros, le dernier,
c'est de la théorie des jeux qu'il fait. C'est-à-dire que très rapidement, il revient aux anciens prix pour capter des parts de marché avec le découragement des autres. Mais les deux autres, je pense que si l'État veut vraiment nous protéger, si la RTCI veut vraiment jouer son rôle, elle a les moyens de coercition de leur dire dès demain, retourner aux anciens prix. Très bien, je vais terminer en 5 secondes, sur ce dernier point. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un problème particulier dans un secteur, automatiquement, on brandit la carte du Premier ministre en disant on fait recours au Premier ministre, il va régler la situation rapidement, comme si l'ensemble des structures qui sont mises en place, notamment les ministères, les différentes directions, sont là que pour le décor, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est leur demander de faire juste leur travail, pas plus que ça. Ce n'est pas de la charité qu'ils font, qu'ils fassent juste leur travail. Que la RTCI ne cherche pas qu'à augmenter les prix, elle peut par exemple se prononcer sur la mauvaise qualité de certains réseaux, sur des sanctions, des sanctions financières, comme ça se voit dans certains autres pays, au lieu de chaque fois brandir la carte d'augmenter c'est bien noté, Franck Dédy. Merci pour votre avis. Marius Komoé, rapidement. Un sursaut, ça va être... un véritable éveil de conscience en Côte d'Ivoire. Okay. On a vraiment voulu l'avènement des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de possibilité avec les médias d'État qui nous servaient naturellement par le passé d'évoquer les problèmes des populations. Leurs peines, leurs mécontentements, leurs angoisses, leurs souffrances n'avaient de solution que soit par la presse conventionnelle, la presse écrite et les médias d'État. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'Ivoirien, partout où il se trouve, peut évoquer ses peines, ses mécontentements et ses angoisses. C'est pour ça que nous avons milité à l'avènement des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que nos compatriotes ont compris le sens de l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire tout et n'importe quoi. Les réseaux sociaux, c'est pour parler de la même voix, poser nos problèmes et trouver des solutions. Je voudrais rappeler une chose. Quand nous évoquions la question du fonctionnement de l'ARTCI, nous ne faisions pas allusion strictement à sa direction générale. La direction générale n'est qu'une instance d'exécution des décisions du Conseil de régulation. Il y a un conseil de régulation avec à sa tête un président. Ce président, il est chirurgien dentiste. Nous disons que nous sommes dans le domaine des télécommunications. On ne peut pas nous envoyer un chirurgien dentiste dans une affaire d'innovation technologique en matière de numérique. C'est de ça que nous parlons. Et le dit, c'est pas être contre un décret de nomination. Nous disons, le décret, oui, le président de la République signe et désigne qui il veut, mais pas n'importe qui à la tête d'une structure de régulation qui est une structure technique et non une structure de management. Je me limite là, je ne vais pas... Madame, moi, très rapidement. Mais vraiment, très 10 secondes, parce que le temps est parti à cette émission. Il y a eu des communiqués. Le gouvernement a décidé, a demandé qu'ils appliquent les anciens prix en attendant que les discussions se terminent. Il y a un opérateur qui l'a appliqué tout de suite. Il y a deux autres qui disent qu'il faut 2 semaines pour reparamétrer, comme Dédy le disait tout à l'heure. Ça, on l'a compris, on l'a observé. Tout cet argent qu'ils prennent en ce moment-là, ils nous remboursent ça comment? Donc la cellule va s'organiser et nous allons travailler dans ce sens. Sans oublier que nous allons aussi proposer un coût que les Ivoiriens sont en train de nous souffler, ça et là, que nous allons proposer au gouvernement. Merci. Il sera pris en compte, bien sûr. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir partagé avec nous vos préoccupations sur ce sujet. Nous sommes donc au terme de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Demain, s'il vous plaît. Demain, le 19h50, NCI News sera l'affaire de Mélina Makissi et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h15 en Focus aux faits divers. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.